sanitaire historique, crise économique mondiale, mais aux effets très disparates en fonction des filières et des pays. Pour comprendre et mieux se projeter sur 2021, tournons-nous vers notre invitée en distanciel, Isabelle Job-Basile, directrice des études économiques du groupe Crédit Agricole SA, pour cette première étape de notre soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, on a dit qu'on aimerait bien ne pas parler trop de 2020. Je vous propose quand même de faire, pour commencer, un petit bilan de l'année 2020 avant d'esquisser quelques perspectives sur l'année 2021. Donc, je vous propose peut-être, je ne sais pas si... sont projetés les slides et si vous avez la possibilité de partager avec moi ces différentes slides, de peut-être commencer par le premier sur justement un petit peu un bilan. Alors là, pour le coup, c'est un bilan mondial. Sur ce graphique, ce que j'ai souhaité vous présenter, parce qu'il me semble que c'est aujourd'hui l'indicateur qu'il faut regarder pour regarder les conséquences de la crise de la Covid, eh bien, c'est l'écart du PIB, donc de la richesse créée dans chacun des pays ou dans chacune des régions, l'écart par rapport à la fin 2019. Quand on sera revenu à l'année 2019, quelque part, on pourra se dire qu'on a refermé la page de la crise. Donc, en tout cas, ce que vous pouvez voir sur ce graphique, eh bien, c'est que le choc économique a été bien évidemment sans précédent. Je crois que ça a déjà été dit, mais il a également été très hétérogène suivant les régions, suivant les pays. Alors, en fonction d'un certain nombre de critères, d'abord, bien évidemment, la sévérité de la crise sanitaire qui a frappé de manière inégale les différents pays, en fonction également de la durée et l'ampleur des mesures de restriction sanitaires qui ont dû être imposées pour contrôler cette épidémie. Et puis également, lorsqu'on regarde ce choc économique, eh bien, il a été fonction aussi des structures des économies, notamment en fonction de la dépendance, par exemple, aux secteurs qui ont été particulièrement exposés à cette crise, donc les secteurs à forte interaction sociale, que ce soit la restauration, l'hébergement, la culture, l'événementiel, le tourisme, et puis aussi il y a eu, comme on le verra, un facteur matières premières, et en particulier pétrole. Et puis il faut regarder également les conséquences sur l'emploi, les revenus, le tissu productif, avec des pays qui ont été plus exposés parce qu'ils pouvaient avoir un poids des PME très important dans leur tissu productif, des PME qui sont plus fragiles financièrement face à des chocs de cette nature, et puis également compte tenu du poids du secteur informel dans certaines régions du monde, on pense en particulier à l'Afrique. Et puis finalement, on a aussi, eh bien, on verra, on a eu une réponse budgétaire et monétaire qui a été aussi historique, mais suivant les pays, bien évidemment, on n'a pas eu les mêmes capacités à déployer des moyens budgétaires pour amortir le choc sanitaire. Donc, si vous regardez en termes de bilan sur ce graphique très rapidement, on voit déjà, pour commencer, on va commencer par plutôt les bonnes nouvelles, la région qui en sort plus vite, qui sort plus vite de cette crise sanitaire, c'est l'Asie, avec bien évidemment une bonne gestion de cette crise, probablement par effet d'expérience, notamment pas mal de pays d'Asie avaient connu l'épisode du SRAS, si bien que eh bien, ces pays ont été très réactifs par rapport à la crise de la Covid, et donc ça leur a permis, grâce à cette bonne gestion, eh bien, de retrouver rapidement le chemin de la croissance, alors tiré en particulier par la Chine, puisque comme vous n'êtes pas sans savoir, eh bien, la Chine a été un des rares pays en 2020 à connaître une croissance positive. Ensuite, l'Europe de l'Ouest, on reviendra puisque ça nous concerne plus particulièrement. On a eu donc des vagues successives épidémiques avec des restrictions sanitaires plus ou moins sévères, ce qui explique un peu les à-coups de croissance que l'on a connus durant la période. En ce qui concerne l'Afrique, alors Afrique, de manière assez étonnante, on craignait une vraie catastrophe sanitaire en Afrique. Finalement, cette catastrophe sanitaire n'a pas eu lieu. Le continent était quand même moins touché par l'épidémie. Alors, on explique par un certain nombre de facteurs, le fait que ça soit une population jeune. Et puis, comme en Asie, aussi le facteur expérience. Ce sont des régions qui ont déjà connu des épidémies. Mais on voit bien que le rebond dans cette région est
probablement plus difficile qu'ailleurs, notamment en raison du poids de l'informel et du manque de capacité budgétaire pour soutenir les économies. On a la même vision sur l'Afrique du Nord. Il faut rajouter probablement sur cette région eh bien, l'exposition au secteur touristique, hein, que ce soit en Égypte, au Maroc ou en Tunisie. En ce qui concerne le Moyen-Orient, au-delà de l'épidémie, on a une histoire pétrole, hein, puisque ce sont bien évidemment des pays, et notamment les pays du Golfe, qui sont très exposés au secteur pétrolier. Or, on a eu une chute historique, même si depuis ça rebondit, mais on a eu une chute historique du prix du baril, en même temps que eh bien, les pays de l'OPEP ont décidé de mettre des quotas de production, donc de réduire leur production de manière à s'ajuster à la baisse de la demande, ce qui explique aussi qu'on a un rebond qui est relativement difficile en ce qui concerne ces pays. Vous voyez, je vous ai mis à peu près aussi sur un certain nombre de grands pays. Peut-être simplement les États-Unis. Vous voyez que les États-Unis ont bien évidemment aussi été victimes de l'épidémie, mais avec un rebond assez rapide de l'économie, compte tenu de deux choses. D'abord, en termes de curseur entre l'arbitrage santé-économie, force est de reconnaître que beaucoup d'États ont choisi plutôt l'économie et donc ont mis en place peu de restrictions sanitaires, ou en tout cas ont limité ces restrictions sanitaires. Et puis par ailleurs, on a eu, comme on le verra juste après, des plans de relance massifs, notamment en direction des ménages, ce qui a permis très rapidement d'avoir un rebond de la consommation. Donc, comme je le disais, sur le graphique suivant, comme je le disais, si effectivement la crise a été historique, eh bien, les réponses, qu'elles soient budgétaires ou monétaires, l'ont été tout autant. Comme vous le pouvez voir sur ce graphique, qui vous représente effectivement les plans de soutien budgétaire qui ont été, comme on peut le voir, vraiment massifs. Hein. Ils sont rapportés en pourcentage du PIB, donc de la richesse créée chaque année. L'objectif de ces plans d'urgence, eh bien, d'abord, c'était de faire face, bien évidemment, à la crise sanitaire, avec notamment des dépenses de santé. Et puis, tout a été fait aussi pour protéger l'emploi, les revenus et préserver aussi le tissu productif. Alors, on a eu deux types de dépenses. C'est pour ça que vous voyez, il y a du vert foncé et du vert plus clair. Donc, on a eu deux types de dépenses. Des dépenses qu'on dit discrétionnaires. Ce sont toutes ces dépenses qui viennent gréver les déficits budgétaires des États, que ce soit les dépenses directes de santé qu'on a pu faire, toutes les aides directes aux entreprises. Hein, ça a pris la forme en France, mais aussi ailleurs, de fonds de solidarité. Et puis, on a eu aussi des mesures de soutien à l'emploi et aux revenus. Et on sait qu'un peu la mesure emblématique, par exemple, en Europe, eh bien, c'est cette prise en charge du chômage partiel par les États. Et donc, vous voyez que ce n'est pas forcément la part prépondérante des plans d'urgence, puisqu'on a eu surtout des mesures de soutien massifs à la trésorerie des entreprises, que ce soit au travers de reports de charges fiscales ou sociales, ou eh bien, ces prêts avec des garanties publiques, hein, ces PGE, prêts garantis par l'État, qui ont effectivement permis de combler les pertes, ou en tout cas d'aider les entreprises à passer le cap. Donc, vous voyez les différents plans de relance, vous voyez que le mix peut être différent d'un pays à l'autre. En tout cas, au niveau global, d'après les chiffres du FMI, eh bien, ce qui a été injecté par les États dans l'économie, c'est à peu près 14 000 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 16% du PIB mondial. Alors, avec bien évidemment une différence, hein, on le voit bien sur ce graphique, entre les pays développés et les pays émergents. Pour les pays développés, on est plutôt sur une moyenne de 20%, voire au-delà. Hein. Vous voyez qu'en Allemagne, on a été quasiment à 40% du PIB, notamment au travers de ces mesures de soutien à la liquidité. Donc, plutôt en moyenne 20% dans le monde développé. On était plutôt de l'ordre de 10%. Voire moins dans le monde émergent, qui n'a bien évidemment pas les mêmes capacités budgétaires. Donc, premier acteur en première ligne, les États qui ont déployé des moyens considérables. On a eu un autre acteur dans le système, ce sont les banques centrales,
Donc on le voit sur le graphique suivant, les banques centrales ont également déployé d'importants moyens, enfin des moyens assez massifs. Qu'est-ce qu'elles ont cherché à faire, ces banques centrales? Eh bien évidemment, assouplir les conditions de financement, soutenir les flux de crédit dans l'économie, et puis bien évidemment et surtout éviter que vienne se surajouter à cette crise sanitaire et cette crise économique une crise financière majeure. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait en pratique? Eh bien, elles ont, comme elles le font traditionnellement, là où il y avait des marges de manœuvre, elles ont baissé les taux d'intérêt, afin d'assouplir les conditions de financement, ce qui a été le cas aux États-Unis, ce qui a été le cas au Royaume-Uni et dans la plupart des pays émergents. Du côté de notre Banque centrale européenne, il n'y avait pas de marge de manœuvre, donc la Banque centrale n'est pas passée par cet instrument. En revanche, on a eu aussi le déploiement de toutes ces nouvelles politiques qui ont été créées au moment de la crise de 2008, ces politiques qu'on dit d'assouplissement quantitatif qui consistent pour les banques centrales à créer de la monnaie et avec cette monnaie de déverser cette monnaie, de racheter des titres sur les marchés de manière à, comme je disais, fluidifier les mécanismes de marché et permettre d'éviter toute rupture de financement. Et là, ce que vous voyez sur le graphique, c'est le bilan des banques centrales et vous voyez qu'il y a eu une explosion de ces bilans. Autrement dit, on a eu des injections de liquidités. Donc là, vous avez la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Réserve fédérale américaine. Vous voyez que ces injections de liquidités ont représenté entre 10 et 15 points de PIB, ce qui est considérable. Et puis, il faut bien voir qu'en rachetant des titres de dette publique, donc en rachetant les titres émis par les États pour financer leur déficit, en fait, ces banques centrales, elles ont permis aux États de dépenser sans compter et sans se soucier en fait de la question du financement. Quelque part, elles ont garanti la solvabilité des États. Donc voilà pour ce panorama un petit peu global. Alors si on se rapproche et qu'on va en France sur le graphique suivant, on voit ce plan de relance, ce plan d'urgence français qui, comme vous le voyez, est d'environ 20% du PIB, donc ce qui est conforme, comme je le disais, un peu à la moyenne de ce qui a été pratiqué dans les économies avancées. Donc, vous avez d'un côté les mesures de soutien stricto sensu, ces mesures au travers du chômage partiel, du fonds de solidarité, qui ont représenté plus de 85 milliards. On est même en fin d'année, il y a eu des enveloppes qui ont été, il y a des suppléments d'enveloppes, si bien qu'aujourd'hui on est plutôt de l'ordre de 90-91 milliards, donc plus de 4% du PIB. J'attirais juste votre attention sur le fait que la mesure phare, la plus coûteuse, a été effectivement ce financement de cette activité partielle avec une enveloppe dotée de 34 milliards qui est effectivement, et ça a été souligné, évité les destructions d'emplois et qui ont limité en fait la hausse du taux de chômage. Et puis, comme je le disais, on a eu aussi toutes ces mesures de soutien massif à la trésorerie des entreprises au travers des reports de charges fiscales et sociales. Donc, je vous ai mis 40 milliards, mais en fait, ça a été plus, ça a été plutôt de l'ordre de 50 milliards. Et puis, surtout, ces prêts garantis par l'État. Donc, 130 milliards ont été distribués sur la période, sur une enveloppe de 300 milliards décidée initialement. Et comme vous le voyez sur le graphique, en termes de répartition, ce sont bien évidemment les secteurs qui ont été les plus impactés par la crise sanitaire qui ont tiré sur ces disponibilités données par le secteur bancaire, donc sans garantie d'État. Vous voyez en particulier, par exemple, le secteur HoReCa, qui est hôtel, restaurant, café, donc 15%, mais on a eu également la construction. Au moment du premier confinement, on a eu un arrêt des chantiers et donc le besoin de soutenir et d'avoir des soutiens à ces secteurs du bâtiment en particulier. Si on regarde sur la suite, on voit bien qu'effectivement, l'objectif de ces plans d'urgence, et je crois que ça a été un petit peu dit déjà, c'était vraiment cette idée, c'était de laisser
les économies les plus intactes possibles. Alors bien évidemment, la résultante, on le voit bien, c'est la dégradation des déficits publics. Donc les déficits publics se sont dégradés parce que bien évidemment il y avait ces plans d'urgence. Toutes ces dépenses de soutien, les dépenses de santé, les aides aux entreprises directes, ce chômage partiel, bien évidemment, c'est venu creuser les déficits. Et puis les déficits se sont également creusés puisqu'on a vu, on a connu une récession de nature historique. Et comme vous prélevez l'impôt sur les richesses que vous créez chaque année, eh bien, on a eu une perte de recettes fiscales, si bien qu'à peu près dans tous les pays d'Europe, les déficits se sont dégradés d'environ 8 points de PIB, donc de 8%. Alors bien évidemment, on n'avait pas la même situation initiale, hein, l'Allemagne étant en excédent budgétaire avant crise, qui n'était pas le cas de la France ni des autres pays. Et vous voyez, en France, ça va se traduire probablement par un déficit, on n'a pas encore les chiffres, mais probablement autour de 10% à la fin de 2020. Et puis en corollaire, eh bien, on va avoir une augmentation de la dette publique qui devrait tangenter les 120% du PIB en France, là où on ne sera pas loin de 160%, vous voyez, en Italie, 120% à peu près aussi en Espagne. Et vous voyez que sur l'Allemagne, on a quand même eu une augmentation d'environ 10 à 15 points à 71% du PIB. Mais comme je le disais, donc vraiment la volonté, c'était de laisser intacte, le plus intacte possible, l'économie, avec l'idée qu'on essayait de lui faire enjamber la crise et permettre un redémarrage rapide une fois les contraintes levées. Et effectivement, ces stratégies de portage des économies, eh bien, il faut dire qu'elles se sont jusqu'à présent avérées payantes, puisque à chaque fois qu'on a levé les contraintes sanitaires, eh bien, à chaque fois, l'économie, l'activité est repartie avec vigueur. Et je crois que même ça a vraiment déjoué les pronostics qu'on pouvait avoir à l'époque, qui pouvaient être catastrophistes sur la capacité de rebond des économies. Non, au contraire, on a eu vraiment des redémarrages, des effets d'élastique sur l'activité. Alors on le voit sur ce graphique, en particulier en France, on a eu un profit très heurté au niveau de l'activité qui correspond à ces stratégies de confinement, déconfinement. Donc on a eu une très forte chute de l'activité au deuxième trimestre de plus de 13%, puis un rebond estival qui a été tout aussi spectaculaire, hein, puisque l'économie a rebondi de 18,5%, avant une petite rechute en fin d'année, puisqu'on a réinstauré un certain nombre de mesures de restriction sanitaire, un nouveau confinement, même s'il a été adapté de manière à en limiter l'impact économique, et donc une petite rechute de l'activité de l'ordre de 1% en fin d'année. Alors, par rapport à ces chiffres, comme je disais, au-delà des profils heurtés, vraiment, lorsqu'on essaie de mesurer aujourd'hui l'impact de la crise sur les économies, vraiment l'important, c'est d'essayer de mesurer le chemin qui reste à parcourir pour retrouver en fait le niveau d'activité qui prévalait avant la crise. Et c'est ce que j'ai préféré vous montrer au travers de ces graphiques. C'est de vous montrer au fur et à mesure de la crise, eh bien, à combien on se situait, l'écart par rapport à la fin 2019. Et par exemple, typiquement, en fin d'année, vous voyez qu'en France, on a encore quelques kilomètres à parcourir pour retrouver le niveau d'activité d'avant-crise de l'ordre de 5%. Alors, c'est un petit peu plus que l'Allemagne, vous voyez, qui a moins de 4%, mais c'est moins, par exemple, que l'Italie ou l'Espagne. L'Italie, on a un écart de moins 6,6% et on est au-delà de 9% en ce qui concerne l'Espagne. Mais c'est vraiment l'indicateur à suivre pour mesurer vraiment les conséquences et les conséquences de la crise, et de savoir justement quand est-ce qu'on pourra refermer cette page de la crise, mais ça, c'est plutôt sur les perspectives 2021. Merci. Voilà pour les éléments d'analyse de cette période de crise sanitaire et de crise économique. Isabelle Job-Basile, comment, dans ce contexte, s'oriente la relance pour 2021 ?
Alors, je crois que je ne vais étonner personne en disant que les perspectives d'activité pour 2021, eh bien évidemment, elles vont étroitement dépendre du scénario sanitaire et de l'ampleur et de la durée des éventuelles restrictions sanitaires qu'on devra mettre en place pour contrôler l'épidémie. Donc, je vous ai mis sur ce graphique, c'est à titre vraiment illustratif, parce que c'est vraiment intéressant, ça permet de faire des comparaisons. Un indice qui est calculé par l'université d'Oxford qui agrège en fait les différentes mesures de restrictions sanitaires pour mesurer en fait le degré de sévérité justement de ces règles sanitaires et de pouvoir faire des comparaisons entre pays. Et donc vous voyez que aujourd'hui, en février, eh bien, le pays en Europe, par exemple, qui a aujourd'hui les règles sanitaires les plus strictes, qui est encore sous confinement, eh bien, c'est l'Allemagne. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, en novembre. En novembre, c'était plutôt la France qui avait réinstauré des mesures les plus sévères, qui a pu en plus après assouplir au mois de décembre. Et à l'inverse, l'Allemagne a plutôt durci en fin d'année et en début d'année ces restrictions sanitaires. Donc vous voyez bien, et on voit bien le premier confinement où là pour le coup on a eu l'ensemble des pays qui ont imposé des mesures de restriction relativement sévères. Mais ce qu'il est quand même intéressant de noter, c'est que typiquement, par exemple, sur le confinement du mois de novembre en France, il a eu un impact beaucoup moins sévère sur l'activité économique que le confinement du mois du printemps, parce que les règles ont été adaptées justement pour en limiter l'impact économique. Simplement pour vous donner un ordre de grandeur, la baisse d'activité lors du mois de confinement en avril, ça avait été moins 30%. Lors du confinement de novembre, ça a été plutôt de l'ordre de 8 à 10%. Donc vraiment, on n'est pas du tout sur les ordres de grandeur. Ça veut dire qu'on adapte, on apprend en fait à vivre avec ce virus. On adapte les mesures de restriction sanitaire. Et puis, force est de reconnaître, on le voit aujourd'hui, eh bien aussi, les entreprises se sont adaptées à cette nouvelle donne sanitaire. Mais en tout cas, c'est quand même des choses qu'il faut continuer à suivre puisque bien évidemment que ces restrictions, comme on le sait, ont un impact sur l'activité économique. Et donc au final, eh bien, d'après nos prévisions, on se dit que finalement, au-delà du début d'année que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, c'est cette course de vitesse que l'on va avoir entre d'un côté le virus et notamment aujourd'hui ces variants les plus contagieux. Et puis bien évidemment, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui des vaccins. Donc bien évidemment, cela va aussi dépendre de la campagne de vaccination, du déploiement à grande échelle de ces vaccins qui va permettre de pouvoir lever ces restrictions sanitaires. Donc on a l'impression, vous verrez sur les graphiques la résultante, mais en termes d'hypothèses sous-jacentes, on est plutôt dans l'idée qu'on aura un premier semestre qui va rester sous contrainte sanitaire, même si on devrait éviter un peu le stop and go, le confinement-déconfinement qu'on a expérimenté en 2020, parce qu'on est aujourd'hui, on a appris à vivre avec le virus, on a des stratégies de confinement aménagées, comme je le disais, des entreprises qui se sont adaptées, et puis aussi, en vertu du quoi qu'il en coûte, on devrait maintenir ces mesures budgétaires de soutien. Donc ça, c'est plutôt la première partie d'année. En deuxième partie d'année, eh bien, on peut espérer, notamment parce que même si on n'a pas une immunité collective, le fait qu'on ait vacciné en priorité les personnes vulnérables qui peuvent développer des formes graves, eh bien, si ces personnes-là sont immunisées, de facto, ça va moins peser sur les capacités hospitalières et donc moins nécessité de mettre en place des confinements. Et donc, on imagine sur plutôt la deuxième partie d'année un relâchement plus durable des restrictions sanitaires qui devrait permettre en fait de donner un coup d'accélérateur à la croissance et on espère en France eh bien avoir une reprise d'activité de l'ordre de 5% sur l'année. Mais comme vous l'indique le graphique, alors c'est peut-être pas très visible, mais c'est vraiment cette idée de se dire que la reprise, elle sera incomplète. C'est-à-dire que même si on a cette reprise relativement robuste, notamment en deuxième partie d'année, vous voyez que probablement on ne va pas retrouver d'ici la fin de l'année 2021 le niveau
le niveau d'activité que l'on connaissait avant la crise de la Covid. Et il faudra probablement attendre plutôt la mi-2022 pour vraiment tourner la page de la crise. Et vous voyez, c'est le cas de la France, mais aussi le cas de l'Allemagne et des autres pays de la zone euro, même avec un peu de retard en ce qui concerne l'Italie et l'Espagne. Alors bien évidemment, ce scénario, il compte également, enfin il fait le pari de l'efficacité des plans de relance, parce qu'on a eu d'un côté au départ ces plans d'urgence, et aujourd'hui, eh bien vient succéder à ce plan d'urgence, eh bien un plan de relance de 100 milliards en France, qui a été annoncé en septembre dernier, alors qui va bien évidemment soutenir la reprise, mais qui va au-delà, puisque ce n'est pas simplement des mesures de soutien, c'est aussi donner une réponse face à des enjeux de transformation profonde de notre économie vers un modèle de croissance plus durable, plus inclusive, plus moderne, plus intelligente. Donc, d'où les 3 volets de ce plan de relance. Un volet écologie, de transition énergétique en particulier, en vue de décarboner nos économies. Un tiers qui est consacré à des mesures plutôt de compétitivité, de modernisation et d'innovation, avec bien évidemment au cœur la question de la transformation numérique. Et puis un volet qui est nommé un volet cohésion, qui est vraiment cette notion de plus grande inclusivité de cette croissance, qui fait la part belle notamment à la formation professionnelle, et puis également avec des solutions apportées aux jeunes. Donc ces 100 milliards, normalement, 30 milliards devraient être, un peu plus de 30 milliards devraient être débloqués sur l'année 2021. Et bien évidemment, ce 30 milliards pourra apporter à peu près 1 point de croissance supplémentaire. Et ce plan de relance, comme vous le voyez, eh bien, il va être financé en partie par l'Europe. L'Europe qui a décidé, dans une approche beaucoup plus solidaire, d'émettre une dette commune de 750 milliards qui va être redistribuée aux différents États membres de l'Union européenne, soit sous forme de prêts, soit sous forme de subventions. Et d'ailleurs, typiquement, en ce qui concerne ce que j'essaie de vous montrer sur le graphique suivant, eh bien, c'est que la France devrait bénéficier dans ce cadre de subventions à hauteur de 37,4 milliards d'euros, qui représente à peu près un tiers de ce plan de relance. Alors, comment sont calculés, vous voyez, les différents pays, comment sont calculées ces subventions? C'est en fonction de la population, de la richesse par habitant, du PIB par habitant, et puis ensuite du taux de chômage aussi, la différence de taux de chômage entre les pays. Donc la France sera dotée, vous voyez, d'une enveloppe de 37 milliards, à peu près 1,5 point de PIB. Pour l'Italie, vous voyez, ça sera à peu près 65 milliards. Pour l'Espagne, 60 milliards. Ce sont des pays qui vont être grands bénéficiaires de ce plan de relance financé par l'Europe. Et puis, je tenais à attirer, pour terminer, votre attention sur 2 choses. Donc, on a parlé de cette reprise, donc cette hypothèque sanitaire levée, on espère lever rapidement cette hypothèque sanitaire. On a le stimulus supplémentaire apporté par ce plan de relance, mais il y a aussi un peu un plan de relance qui est aujourd'hui caché. Enfin, en tout cas, il n'est pas caché, il dort aujourd'hui sur les comptes bancaires. Et c'est toute cette épargne accumulée, cette épargne qu'on dit forcée, qui a été accumulée de manière involontaire pendant la crise. Puisque ce que j'essaie de vous montrer sur ce graphique, eh bien, vous voyez que les revenus ont relativement bien tenu pendant la crise. La plupart des ménages n'ont pas connu de baisse de revenus, que ce soit les fonctionnaires, les retraités, souvent les salariés des grandes entreprises. La baisse a été limitée pour les salariés éligibles au chômage partiel. Donc globalement, c'est plutôt les précaires, les indépendants qui ont malheureusement subi des pertes de revenus. Mais au niveau agrégé, finalement, les revenus ont été plutôt bien conservés au niveau global. En même temps, vous voyez bien, on a eu, parce que les ménages étaient confinés chez eux, eh bien, on a eu une chute très forte de la consommation. Et donc, les revenus ont été stables,
la consommation a baissé, eh bien, tout ce qui n'a pas été consommé a été épargné. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on a eu une forte augmentation, c'est en rouge, une forte augmentation du taux d'épargne. Et on estime que d'ici la fin de l'année, ce surplus d'épargne eh bien, devrait représenter plus de 100 milliards d'euros, ce qui représente, eh bien, comme je le disais, un autre plan de relance, surtout que cette épargne a été thésaurisée principalement sur des supports liquides, comme les dépôts à vue des banques, donc qui peuvent être tout de suite mobilisables. Et qu'est-ce qui va être discriminant pour en fait que cette épargne se réinjecte dans le circuit économique, eh bien, c'est le retour de la confiance. Et il nous semble qu'on aura un retour de la confiance que quand on aura levé cette hypothèque budgétaire, cette hypothèque sanitaire. Mais en tout cas, ça pourrait donner un effet d'accélérateur à la reprise une fois les contraintes sanitaires levées et après avoir tourné la page de cette pandémie. Alors pour terminer peut-être sur une note, alors malheureusement un petit peu moins optimiste, c'est de se dire bien évidemment qu'il va falloir aussi composer avec les séquelles laissées par la crise sur le tissu productif, sur l'emploi. Bien qu'aujourd'hui, je dois reconnaître et en toute humilité que en fait vraiment personne n'est capable de dire quelles seront les séquelles en termes d'ampleur et de gravité laissées par cette crise tout à fait inédite et compte tenu des mesures de soutien massif qui ont été apportées par les États. Mais en tout cas, on sait qu'effectivement, dans cette crise, les entreprises ont quand même porté le fardeau de la crise pour à peu près, si on essaie de repartager le coût de la crise, les 2 tiers ont été pris par l'État, le tiers restant par les entreprises. Ça a été compensé, bien évidemment, par ces mesures de soutien à la liquidité. Avec des banques qui se sont mobilisées non seulement pour octroyer des moratoires de prêts aux entreprises, pour les aider à passer le cap, mais aussi par la distribution à grande échelle de ces prêts garantis par l'État. Hein, ces 130 milliards qui ont été évoqués précédemment. Et donc, on le voit sur le graphique de gauche, la résultante, c'est qu'on a eu une forte hausse du crédit. Hein. Vous voyez que le crédit aux entreprises progresse à 2 chiffres, hein, sur une progression à 2 chiffres ces derniers mois. Donc, ça veut dire que les entreprises se sont endettées. Et donc, on se dit endettement, des difficultés en termes de reprise. Et donc, bien évidemment, on voit bien que derrière se pose la question du risque de faillite, le risque de défaillance des entreprises. Alors, le point de rassurance, vous le trouvez aujourd'hui sur ce graphique de droite. Eh bien, certes, les entreprises se sont endettées, mais beaucoup d'entreprises se sont aussi endettées compte tenu du manque de visibilité, plutôt par mesure de précaution, puisque jusqu'à présent, eh bien, ces prêts garantis par l'État sont venus garnir plutôt la trésorerie des entreprises. Vous voyez la progression tout aussi historique des dépôts à vue des entreprises. Donc pour le moment, au niveau macroéconomique, on a plutôt des réserves de liquidités qui ont été constituées par les entreprises. Alors bien évidemment, je suis bien consciente que cette image qui est globale, agrégée, revêt probablement des disparités très fortes, puisque ce qui a été souligné dans cette crise, c'est que cette crise, elle est très contrastée, très hétérogène. On parle beaucoup de reprise en cas, avec des secteurs qui récupèrent très bien et très vite de la crise, et puis d'autres secteurs, notamment les secteurs, comme je le disais, à forte interaction sociale, donc ces secteurs de services, que ce soit la culture, l'événementiel, l'hébergement, la restauration, le tourisme, l'aéronautique, le transport aérien, eh bien, ce sont des secteurs qui ont été particulièrement impactés et qui pour le moment, la récupération est encore lointaine et bien évidemment qui peuvent être beaucoup plus affaiblis par la crise sanitaire que d'autres secteurs. Et donc, on va suivre de très près, sans, comme je disais, avec beaucoup d'humilité, sans savoir à ce stade quelles seront les victimes globales de cette crise sanitaire.
Voilà, je vous remercie. Je vais essayer de vous faire un petit peu un bilan global de cette crise. Retenez simplement crise bien évidemment inédite, historique, et surtout ce qu'il faut retenir de cette crise, c'est qu'elle est aussi très hétérogène, suivant les pays, on l'a vu, mais aussi suivant les secteurs.